Frank. L'amour. L'amour. Comme dirait une certaine madame connue, Madame Latraverse. L'amour, Chris! L'amour, c'est important. C'est qui est en amour, là? Fitz. Fitz. Ah, fait que finalement, c'est ça la vraie raison de son départ. C'est pas parce que Nordvolt est en faillite. C'est parce qu'il de 50 ans. Il est en amour. Le carrefour de l'emploi, ça n'a pas manqué pour ceux qui veulent, qui sont à la recherche d'un emploi ou qui veulent progresser dans leur carrière. C'est le 2 octobre prochain à l'Université Laval à Québec. Ça dure, c'est de 10h à 15h, peu importe si vous êtes en gestion, en droit, en génie, en sciences, technologie de l'information. C'est l'occasion là, de venir rencontrer à peu près 180 employeurs dans une multitude de secteurs d'activité. Donc, c'est vraiment une journée importante. C'est une des plus grosses au Québec. Donc, Carrefour de l'emploi, 2 octobre prochain, de 10h à 15h au pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Donc, vous pouvez aller sur Facebook pour voir toutes les informations. On assiste-tu en ce moment à la plus grande opération de diversion, de tentative de... j'allais dire tentative, parce que tant qu'à moi, c'est d'une grossièreté épouvantable, mais visiblement, les médias embarquent là-dedans. C'est grotesque. C'est absolument grotesque, là, mais la fille de Radio-Canada... C'est Radio-Canada ou c'est la presse qui écrit cet article-là? Ah oui, c'est Radio-Canada. C'est dans l'intérêt d'un média d'État de faire ça, là. Oui, la fille de Radio-Canada qui écrit cet article-là, penses-tu remporter un Pulitzer avec ça? Je sais pas. Mais écoute, le PM s'est fait ratio encore avec ça. Là. Donc, il écrit sur Twitter « Merci Pierre et vive l'amour ». Non, sérieux. Et là, on a une espèce... Non, c'est pas des jokes. Là. On a un agio-portrait dans le Radio-Canada qui n'est pas supposé d'être un allié du gouvernement. On sait qu'il lèche les bottes de Trudeau, mais normalement, c'est pas supposé d'être un allié du premier ministre du Québec, ou en tout cas du gouvernement du Québec. Et là, on nous dit, parce qu'on va venir à Nordvolt après. Non, tu ne liras pas des bouts de cet article-là. Mais je l'ai lu pour vrai, moi. Tu l'as lu pour vrai? Non, je capotais. Non, mais c'est juste parce que c'est parce qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est pas vrai que les médias racontent n'importe quoi. Écoutez, là, on est dans un moment charnière, là. Je sais pas si vous l'avez compris. Ça brasse en joie le vert au gouvernement, autant au fédéral qu'au provincial. L'autre, elle nous parle des histoires d'amour de Pierre Fitzgibbon. Écoutez, là, il y a une crise interne à la CAQ. Là. On se fera pas de menterie. Le départ de Yuri Chassin, le départ de Fitz, le départ de, regarde, nommez-les tous, là, celle qui est rendue, qui commente, qui était dans Jean Talon avant, Joël Boutin. Il y en a une autre qui est partie parce qu'elle disait que c'était un boys club. Donc, vous voyez un peu l'ambiance qui règne en ce moment. Et là, tout le monde, la question qui se pose, c'est qui le prochain qui essaye de partir chez Poilievre ou c'est qui le prochain qui fait juste partir? Et là, il y a un truc auquel qu'on n'a pas assisté encore, c'est ceux qui vont vouloir retourner à la maison mère, c'est-à-dire au PQ. Ça va s'en venir. Là. La prochaine vague de désertion, ça va être pour retourner à la maison mère. Tu penses que Face de Puma a hâte d'écrire les discours de PSPP? Écoute, c'était tous des péquistes, ces gens-là. Face de Puma, c'est un péquiste. Drainville, Fléchette. Koskinen, il a commencé avec Legault quand il était au PQ. Koskinen, Eddie Van Roberge. C'est tous des gens qui sont des péquistes en réalité. Donc là, pendant combien de temps comment je dirais ça, l'opération de charme de PSPP, ils vont pouvoir résister à ça. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une crise. En plus de ça, il y a une crise externe qui est le fait que tous les trucs dans lesquels Fitzgibbon s'est essayé avec notre argent, ce n'est que des flops dont on attend les dépôts de bilan finalement dans pas très long. On fait-tu la liste? Lion électrique, Taiga, Panier bleu, Northvolt, Flying Whales. Hey, ça, c'est malade. Medicago. Il venait juste de mettre de l'argent dans des avions à batterie. Des avions à batterie. Des avions à batterie, man. Il a tué ça, lui, là, le pas bon, là.
Ben, écoute, résumons puis je vais revenir à l'article, là, mais résumons un truc que Les 4 roues Fitzgibbon. électriques. Des 4 roues Ah non, électriques. ouais, ben oui, les 4 roues électriques. Tu vois la subvention qu'ils vont donner aux gens pour acheter des 4 roues électriques? Oui, oui. Frank, tu viens d'une région. Je viens d'une région. En as-tu fait du 4 roues dans ta jeunesse, toi? Du 4 roues, même. Dans le temps, c'était du 3 roues. Te rappelles-tu de ça? Eh C'était oui, les dangereux en 3 roues. esti, ça. Eh, Tu montais une côte, la roue en avant. Faisait ça de même. hey, c'était léger, c'était C'était le n'importe fun, par quoi, c'est exemple. toi. Ouais, c'était le fun. C'était le fun. Mais c'est quoi le but d'une ride de 4 roues? Faire du fun, aller loin, faire. Probablement aller à plus que 10 km de ta maison. Ouais, c'est ça. Mais mettons que tu tombes en Probablement. rack avec ton 4 roues électrique, avec ta grosse batterie pesante dans le milieu du bois, là, Non, parce que non. elle s'est déchargée. C'est comment tu recharges? C'est ridicule. C'est ridicule. Mais écoute, faut se ramener à. On Il y a. subventionne ça, nous autres, là, des idées de cave de même. Là. Hey, c'est il y a 20 jours, Yann. Il y a 20 jours, Fitzgibbon faisait sa rentrée, rentrait dans les médias, donne notamment une entrevue à Mario Dumont. La première entrevue de Mario au FM. Et il lui dit le retard de 18 mois, c'est pas forcément de mauvaise chose. Et il lui dit on parle d'une technologie qui va durer pendant 50 à 75 ans. Il dit, les coûts, a-t-il martelé, précisant qu'en moyenne au Québec, une voiture électrique coûte 73 000 Il s'agit notamment de. Le retard de 18 mois, c'est pas une mauvaise chose. Il n'y aura pas de bas, puis il n'y aura pas de bien. Il n'y en a pas eu, puis il n'y en aura pas. Ben, si c'était le ministre. Donc, il a l'air sûr de ses. Il a l'air sûr. Il n'a pas l'air en amour à ce moment-là. Non, il n'est pas en amour. Étrangement, l'amour ne joue pas. À ce moment-là, il est encore ministre et il n'a pas l'air d'avoir l'intention de démissionner. Là. Il va déposer son méga projet de loi. Nordvolt s'en vient et la vie est belle. Mais qu'est-ce qu'on a appris par la bouche, par la plume d'un média suédois? D'ailleurs, c'est encore un autre média suédois ce matin qui nous apprend la nouvelle des mises à pied chez Ben, en Nordvolt. fait, c'est carrément sur le site de Nordvolt un communiqué de presse. C'est ça. Mais là, dans le fond, c'est ça. C'est que ce matin, on apprend c'est ça, sur le site, mais ça faisait le tour en fin de semaine. 1600 employés, 20 des effectifs, les amis. Tu mets un employé sur 5 dehors de ta compagnie. Là. C'est pas une compagnie qui va bien. Là. C'est pas une compagnie qui est en expansion. Là, ils sont en train de signer des packages pour que ces employés-là puissent se retrouver un autre job. 1600 salariés pourraient quitter Nordvolt. Donc ça, c'était à l'époque où c'était il y a quelques jours quand c'était pourrait, mais là, c'est pas pourrait. C'est confirmé dans un communiqué. L'avis concerne les salariés de Skellefteå, Stockholm et Västerås. Donc là, ils commencent à couper même où est situé finalement le siège social. Là, Ah oui, mais tu crois-tu à ça, toi, vraiment, qu'ils vont faire une usine d'expansion en Amérique du Nord, tandis qu'ils coupent dans leur propre pays? Là? Ça me surprendrait. Mettons que ça arriverait, OK? On donne le bénéfice du doute, OK? Dans 5 ans, Nordvolt réussit à construire son usine au Québec. Puis ils ont toutes coupé ces usines-là dans leur pays. On est-tu cave, pareil? Tu sais, je veux dire, le gouvernement suédois veut même pas mettre une scène là-dedans. Là. C'est leur business dans leur pays, leur siège social. Exact. Mais ceux qui cherchent à contrôler le narratif, parce que depuis le début, on le dit, il manque un élément dans l'histoire. Voir que Fitzgibbon, il démissionne de même. Il nous dit lui-même que c'est le plus gros projet d'investissement de l'histoire du Québec en termes de montant. C'est un truc pour l'avenir. Il vient de leur dire dans l'article que je vous lisais, Élie. C'est une technologie qui va durer pendant 50 et 75 ans. Tu sais, entre toi et moi, si tu mets sur pied ou tu as travaillé à mettre sur pied l'arrivée d'un gros joueur qui va être un joueur important pour les 75 prochaines années ou 50 prochaines années, tu t'en vas pas avant que ce soit closé. Tu t'en vas pas avant que tout soit réglé. Lui, il essayait d'écrire l'histoire en même temps, pareil. Il se voyait vraiment plus big qu'il était, là. Ben oui, c'est ça qui arrive. Ces gens-là. Il s'est fait rouler dans la farine, man. Il s'est fait rouler dans. On a 700 millions sur la table pour Nordvolt. Tu sais, 700 millions, c'est de l'argent, là. C'est le genre de subvention qu'on donnait jamais au Québec à une entreprise. Là.
Je ne parlerai même pas du 7 milliards. Je parle juste du 700 millions déjà déboursés. Fédéral, eux autres, sont tout contents. On n'a pas mis une scène encore. Ouais, vous êtes des clowns pareils. Oui. Mais 700 millions du provincial qui est au BAT, dont 240 millions pour un terrain qui en valait 20. Ils se sont fait rouler dans la farine. Les 500 employés supplémentaires d'Investissement Québec qui ont été engagés récemment, là, depuis 2019, par la gang à Fitz, là, ils se sont fait rouler dans la farine dans la négociation. Luc Poirier, il les a refilés pour 240 millions. Il est mort de rire, s'est acheté 4 Ferrari avec. Mais toi, là, mettons là, que mettons que tu es impliqué dans un projet. En fait, regarde, je vais prendre la même situation que lui. Mettons que tu es en politique, Yann, puis que on est dans un autre schème temporel, puis ta femme n'existe pas. Tu es en politique, tu fais tes affaires, et là, tu rencontres. Les gens en dépression. Tu rencontres la femme de ta vie. OK? Là, tu es en amour par-dessus la tête, tellement que tu as envie de crisser ton camp. Mettons que tu es dans ce minding-là. Est-ce que la première affaire que tu fais, c'est de donner des entrevues sur ce départ-là, ou c'est plutôt tu t'achètes un char décapotable et tu pars avec la fille? Je te dirais qu'elle est l'eau faisant. Ben, pourquoi lui, il donne des entrevues pour parler de ça? Parce que c'est ça qu'on a là, vous voyez bien que ça fait pas de sens pantoute. Donc là. Mais sais-tu moi où ils pensent réellement juste en fonction d'un certain électorat, ces gens-là? Les scénaristes caquistes, là, les Koskinen de ce monde. Là, Ah oui, mais des scénaristes. C'est pour émouvoir Gisèle et Raymond. Là. Mais c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, hey, allô! Il n'y a pas juste Gisèle qui vote au Québec, là. On n'est pas tous de même, là. Ben oui, mais justement, regarde l'âge des gens qui sont mis en scène là-dedans. À 69 ans, Pierre Fitzgibbon est amoureux. Et son histoire de cœur explique en partie sa démission. Au moins, ils n'ont pas dit totalement. Est-ce qu'on a eu un article de même quand il sortait avec Isabelle, la ministre des Sports? Non. Pourquoi? Ça, je sais c'est pas en amour. Isabelle était moins haute? Je sais pas. Tant qu'à moi, elle était un peu très au-dessus de sa ligue, mais ça, c'est un. Elle était pas mal au-dessus de sa ligue, je m'excuse. Ouais, ben c'est ça. L'ex-ministre a accepté de nous rencontrer sur le Mont-Royal pour revenir sur son départ précipité du gouvernement et sur la fin abrupte de sa vie politique. Les amoureux s'embrassent devant le lac au castor. Des touristes japonais prennent des photos, non, tu lis pas ça pour vrai. Des feuilles. Ah non, c'est pas. J'ai lu en fin de semaine. Lis-moi pas ça, c'était. Ouais, mais c'est pas à toi que je parle, c'est aux auditeurs. C'est drôle, lui. Peux-tu prendre 5 minutes de break? Tu ne reliras pas ça. Ah non, mais qu'est-ce que tu dis? Ça n'a pas de sens comme article. Ben, mais je sais bien que ça n'a pas de sens. Quand Pierre Fitzgibbon s'est adressé aux journalistes le 4 septembre dernier pour expliquer qu'il quittait ses fonctions au sein du gouvernement, il a évoqué une perte de motivation. C'était un peu court, évidemment, mais parmi d'autres motifs, il y en avait un très personnel. M. Fitzgibbon est en amour, et cela explique en partie sa décision de quitter l'arène politique. Homme de chiffres, il précise même ceci. Ma vie personnelle, et donc ma relation amoureuse, c'est 30%. 30% de ma décision. OK. Fait que lui, dans le fond, quand il a reçu sa boîte. Le 70 qui reste à la faillite de Nordvolt, ou. Quand il a reçu sa boîte Amazon remplie de pilules bleues, il a dit OK, c'est assez. Là. Hey man, avec la séance de photographes devant le lac, donc la. Mais sérieusement, la journaliste qui a écrit cet article-là, là, c'est une honte. Je veux dire, elle a été utilisée par un parti politique. Là. C'est une vraie honte, cette affaire-là. Ben oui, puis le gars rencontre, c'est ça, une avocate supposément de 57 ans, une petite jeune. Donc, il lui dit, là, parce qu'évidemment, elle a dit, ouais, moi, un homme en politique, là, ça me tente pas. Puis, oh, ça achève, fin du mandat 2026. Je sais pas, OK. Partir en Floride, là, avec mon gros bicycle. Fait que là, c'est ça. Là, il a décidé, ça allait tellement bien son affaire qu'il a décidé de partir. J'ai carburé l'adrénaline, ma carrière a pris beaucoup de place, mon heure aussi. Le gars était tellement sloppy qu'il foutait rien. Là. C'est un des ministres de l'économie qu'on a eu les plus sloppy ever. Là. Il a signé des deals comme jamais, mais c'était des deals sloppy. Il était pas bon. Hey, je peux pas croire. Donnez-moi un contre-exemple. Donnez-moi une entreprise dans laquelle on a mis beaucoup d'argent qui a fonctionné. C'est combien déjà le rendement d'Investissement Québec? C'est pas bon. C'est pas bon. Mais tu vois, quand tu disais à quel public il s'adresse, je regarde les commentaires un peu. Premier commentaire, insignifiant.
Ce gars-là a carrément dilapidé l'argent public dans des projets douteux qui ont foiré les uns après les autres avant de se pousser et tout ce que tu trouves à publier, c'est Vive l'amour, c'est sérieux, point d'interrogation. Ce commentaire-là a plus de likes que celui que le post du premier ministre. Il y en a Ah, un autre qui dit On apprend ce matin que Fitzgibbon et Kerr se battaient contre leur parti sur les dossiers de l'identité. Bon, OK. La diversion la plus cheap et pitoyable de toute l'histoire du Québec, peut-être même du monde entier. Le comble de l'insignifiance, tout pour détourner l'attention des déboires de Nordvolt. Hey, les gens, c'est pas moi là, qui écrit ça, là. C'est des gens que j'ai aucune crise d'idée c'est qui. Là. Un gars qui s'appelle Claude, puis un autre qui s'appelle Rénal. ah, la farce a assez duré, là. C'est Que une... le gouvernement trouve sa paire de couilles et tire la plug sur Nordvolt, c'est assez, là. Tirez la plug. Vous allez arrêter d'avoir la cave, sinon vous allez avoir ce Ah, caillou-là OK. dans le soulier sans arrêt, là. OK, là, je sais à qui il s'adresse. Eric est un que je viens de trouver. Lui est le profil type à qui ce genre de message-là s'adresse. Tous les humains méritent d'être heureux. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Même si je ne suis pas d'accord avec un grand nombre de leurs décisions, je reconnais qu'au moins les gens qui sont allés en politique ont travaillé. Les critiqueux que je vois sous ce tweet n'ont pas les couilles qu'il faut pour s'impliquer en politique et changer les choses. Ils se plaignent dans leur application. C'est facile. Eric, c'est toi le Eric, problème de notre société. Eric, c'est bol. Achète-toi un discernement sur eBay, quelque chose, là. Wayfair doivent livrer ça, là. Tu vois bien que tu te fais rouler dans la farine, là. Voyons. Chris, c'est le plus 700 grand... millions, c'est pas assez, man. Voyons. Tu sais, c'est... Non, mais c'est parce que on peut faire toutes les conneries du monde qu'on veut à condition d'avoir des bonnes intentions. Ça va, man. Ben oui, puis je sais pas si tu as vu la semaine passée, là, j'ai pas l'article sur la main, là, mais on prend toujours des cas isolés, extrêmement périphériques de gens qui sont des profiteurs, mais en réalité, c'est insignifiant dans l'histoire. Je comprends que c'est choquant, là, mais au regard de ceux qui dilapident vraiment l'argent, là, c'est dérisoire. La semaine passée, il y avait un article dans le journal sur un conseiller municipal à Laval qui achetait du Costco avec l'argent du monde. Et là, il a démissionné d'ailleurs, s'est fait pogner. Là. Il allait au Costco, lui, puis il achetait des affaires pour lui. Là, une cafetière, des Les shit. huit à Montréal. Ben oui, mais ça même. Mais je suis pas en train de dire que c'est pas grave. Puis que ces gens-là doivent pas se faire crisser à la porte. Ce que je suis en train de dire, c'est comment ça que eux sont dans le journal. Qu'on dit, hey, lui, c'est vraiment un crosseur. Il s'est acheté une cafetière avec les fonds publics. Ben oui, je suis d'accord, c'est un crosseur. Mais ceux qui ont mis notre cash dans des projets foireux, bidons, qui sont en train de péter de partout, c'est quoi eux autres? Pourquoi eux autres, ils ont un article dans le journal écrit Il est en amour? Je me rappelle 2016-2017. La meilleure option politique qu'on avait à cette époque-là, parce que rappelez-vous, là, c'est facile de dire ben, je votais pour la CAQ en 2018. Attends peu, là, OK? Il y avait un parti politique qui se présentait à l'élection de 2018 qui s'appelait la CAQ, qui n'est pas le même parti qu'aujourd'hui. Là. Ben non. C'était pas le PQ 2.0 en 2018. Mais même à cette époque-là, il y a quelque chose que je disais souvent. Ce qui était peurant avec la CAQ, c'est leur nationalisme économique. Je connaissais pas encore Fitzgibbon à ce moment-là. Mais le putain de nationalisme économique de la CAQ, là, c'était épeurant, cette affaire-là. On le drette d'en face. S'il y a une place, moi, le nationalisme, je ne suis pas un fan de ça. Là. Mais s'il y a une place que ça n'a pas d'affaire, là, c'est en économie. Quand tu commences à mettre de l'argent dans des business pour essayer de stimuler ton économie avec des gens qui ne mettent pas leur propre cash, c'est là que ça commence à foirer. Il faut juste que tu aies un peu d'expérience en entrepreneuriat puis dans le monde de l'actionnariat puis des capitaux de risque pour comprendre que d'investir son propre argent puis investir l'argent des autres, c'est pas la même sensation de risque, pas en tout. Quand tu mets ton propre argent, là, peux-tu te dire une affaire? La compagnie, avant de mettre une scène dedans, tu revires à l'envers, puis tu revires de bord, puis tu demandes les états financiers, puis tu questionnes, puis tu parles avec les dirigeants, puis tu t'assures que ça va dans la direction que tu veux que ça aille. Mais quand c'est pas ton argent, tu fais des deals sloppy. Fitzgibbon, c'est un ministre sloppy. Arrêtez de me dire que ce gars-là travaillait comme un fou. Il était sloppy. Ça paraissait dans les réponses qu'il donnait aux Oui. journalistes. Ça apparaît aussi dans sa vie amoureuse. Il était sloppy, ce gars-là. M'excuse, là, mais un homme de 69 ans qui sort avec une dame de 57 ans, là, ça ne l'empêche pas de travailler, sacrément.
Ben non. Ces gens-là, ils ont vécu, ils n'ont plus d'enfants à nourrir, là. Come on, OK? Comment ça que Marois Risky est capable d'être une bonne députée? Je ne dis pas que je suis d'accord avec elle, mais elle fait beaucoup de travail en chambre. Pourquoi Marois Risky est capable d'être une bonne députée avec un enfant dans les bras? Pouvez-vous me l'expliquer? Fitz, il est juste en amour, une amourette avec une dame de 57 ans, puis capable de travailler. Sacrez-moi à paix, là. C'est Sacrez-moi à n'importe paix, quoi. là. François Legault, écoute, on fait un petit retour en arrière. C'est amusant de voir que c'est toujours les mêmes faces, les mêmes noms. On est le 7 février 2012. François Legault estime que le président de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Michael Sabia, se trouve dans une position délicate après s'être rendu dans la demeure de la famille Desmarais pour quelques jours de congé à sa gare dans Charlevoix. Là, c'est rendu son grand chum, il n'y a pas de problème. Il estime que M. Sabia a manqué de jugement et de prudence. Donc, à l'époque, M. Sabia, c'est un gars pas de jugement à la solde des Desmarais. Aujourd'hui, il est rendu bien fin. Fait que c'est pour ça qu'on le met à un poste clé. Le chef de la CAQ est revenu à la charge en disant que le problème venait de Jean Charest, qui n'avait pas lui-même donné l'exemple. M. Charest devrait être transparent car il n'est pas capable de nous dire s'il a couché à sa gare ou non, a dit François Legault. Ses propos ont été tournés en dérision par le camp libéral. Et là, il y a une autre section qui est tout à fait fabuleuse où François Legault dit que si la Caisse de dépôt et de placement et investissement Québec ont des mauvais rendements, c'est à cause de Jean Charest qui a politisé ces institutions-là. Christy, as-tu vu ce qu'il a fait avec la caisse, lui, avec Infra et tout? Man, il n'y a aucun premier ministre dans l'histoire du Québec qui a autant politisé la caisse que François Legault. Les pertes à la Caisse sont dues au mandat donné par Jean Charest, indique le porte-parole du Parti québécois en matière de finances publiques, François Legault. Ça, c'était en 2009. Écoute, tant qu'à être sur Fitz, parce qu'une partie des raisons de son départ également, c'est qu'il commençait à taper ses nerfs au scénariste de la CAQ, Koskinen. Oui. Parce que Koskinen était tout le temps en train de faire de la gestion de crise avec lui. François Legault nous dit, Hydro-Québec, les tarifs, pas plus que 3 par année. Fitz, il sort et il dit, il va doubler, ça va tripler. Va doubler, ça va être triplé. C'est Sloppy Fitz. Sloppy Fitz. Mais en même temps, ça se peut-tu que Sloppy Fitz, il disait un peu la vérité? On regardait. Il était tellement sloppy qu'il était pas il prenait pas le temps de lire les mémos où on lui disait, tu sais, ça, dis-le pas. Thomas Gerbet, voici comment Hydro-Québec vous a évité une hausse des tarifs de 5,6 % Thomas Gerbet, c'est encore le seul et unique journaliste au Québec qui prend la peine de travailler encore un peu. Parce que, en réalité, il fallait qu'il demande des hausses de ce type-là pour réussir à se maintenir à flot Hydro-Québec puis satisfaire le vampire gouvernemental qui veut un gros dividende. Sauf que là, on s'est mis des processus au Québec où est-ce qu'on est transparent et également on est très indépendant au niveau de la Régie de l'énergie. Des processus neutres et indépendants. Tout à fait. On a voulu se faire croire que le gouvernement n'avait rien à voir dans la décision de tarif d'hydroélectricité, puis que la Régie de l'énergie était indépendante. Fait qu'il y a toutes sortes de processus de demande d'augmentation de coûts de la part d'Hydro-Québec à la Régie de l'énergie. Sauf ce qu'on apprend là-dedans, c'est que pour avoir juste 3 % d'augmentation de tarifs, ils n'étaient pas capables d'y arriver de leur bord, puis de continuer à ce que le bilan financier fonctionne. Fait qu'ils ont demandé, grosso modo, à la Régie de l'énergie s'ils pouvaient changer leur façon de calculer les dépenses d'élagage pour les arbres. Tu sais, grosso modo, il faut qu'ils contrôlent la végétation, les mesures de contrôle de végétation. C'est le même qui appelle ça, eux autres. Ben, surtout que les arbres poussent plus vite à cause des changements climatiques. On te rappelle, la madame nous avait expliqué ça. Ben, c'est important parce que des fois, la neige est plus lourde, avec les branches cassent plus. Oui. C'est bien important. Non, mais ce qu'ils ont fait, là, le principe en comptabilité d'un amortissement, c'est quand tu achètes une grosse immobilisation, puis tu te dis, ouais, ça serait un peu niaiseux de passer ça tout en dépenses la première année, je vais m'en servir pendant 20 ans de la bâtisse. Fait que tu te dis, ben, je peux pas arriver et tout passer ça en dépenses un an. Je veux dire, mes états financiers ne feront pas de sens, ça va être dur à lire, c'est niaiseux un peu. Fait qu'on va étaler la dépense sur plusieurs années. C'est la même chose avec le parc informatique. Tu changes les ordinateurs au complet de la compagnie, tu te dis, ouais, c'est un peu niaiseux de passer la dépense cette année.
on va s'en servir pendant les prochaines années. Ben là, Hydro-Québec, ce qu'ils ont demandé à Régie de l'énergie, c'est de dire, ouais, on a 190 millions de travaux d'élagage, là, puis même un autre 82 millions pour les lignes de transport. Fait que ces 272 millions-là, tu pourrais-tu nous étaler ça sur 5 ans ou 7 ans? Là, t'es là, ouais, mais c'est parce que l'entretien des lignes électriques, tu dépenses à tous les ans pour ça, là. Tu sais, le 272 millions qui a été dépensé là, il va être redépensé l'année prochaine aussi, puis même plus, là. On se rend compte qu'il y a tellement de pannes au Québec que les gouvernements mettent de la pression sur Hydro-Québec pour qu'il y en ait moins, là. Fait qu'il va falloir dépenser plus d'argent pour l'élagage éventuellement, puis le contrôle de la végétation. Ben, puis probablement beaucoup de gens ont reçu. Là, moi, j'ai reçu une lettre là, il y a quelques semaines disant que Hydro-Québec allait passer pour couper des branches pas loin d'un pylône. Là. Hmm. Puis il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient reçu cette lettre-là. Là. Donc, il y a des travaux d'élagage, il y en a encore. Là, puis Il il va va tout le en temps en avoir avoir. encore. Ça, c'est pas une dépense que tu amortis. Ils n'ont pas construit une nouvelle bâtisse, ils n'ont pas construit un nouveau barrage. Tu n'amortis pas cette dépense-là. Tu la passes au livre à chaque année, là, quand 40. Là. C'est un budget, c'est une dépense budgétée. Ben, c'est ce qu'on appelle dans le langage une dépense d'épicerie. Là. Exactement. Sauf que là, cette dépense-là, ils vont la faire tous les ans, mais ils ont obtenu de la régie la capacité de l'amortir sur 5 ou 7 ans. Fait que pendant 5 ou 7 ans, ben, on va comme se créer une balloune de dépenses éventuellement. Mais est-ce que le problème va disparaître au niveau budgétaire pour Hydro-Québec? Ben non. Fait qu'ils réussissent à demander juste la hausse de 3 % à Hydro-Québec, mais ils créent un genre de déficit artificiel reporté dans le temps. Qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans? Vous pensez? Pensez-vous réellement que vous allez avoir une hausse de 3 %? Vous allez avoir la hausse qui va être nécessaire à ce moment-là, plus toutes les hausses qu'on n'aura pas passées dans les dernières années avec des artifices comptables comme ça. Ça se peut-tu que Fitzgibbon avait peut-être raison, finalement? Que Ouais, les hausses de ça se peut. tarifs d'électricité importantes s'en viennent après le prochain mandat de François Legault? Ben ouais, puis c'est ça. Ça se peut-tu que Legault, il sera plus là? Fait qu'il s'en crisse un peu. Il ne sera plus là. Il sera plus là, là. Un qui devrait se préoccuper de ça, par exemple, c'est le gars du PQ. C'est pas là. Peut-être qu'il laisse le bloc gérer ses shit, puis que lui s'occupe un peu des affaires du Québec. Ça serait une bonne idée, là, qui se Selon les positionne là-dessus. calculs, selon les calculs de l'Union des consommateurs pour Hydro-Québec entre dans ses coûts, il faudrait qu'elle augmente les tarifs résidentiels de 5,6 % à 9 % à partir de 2028. Il faudrait qu'il augmente entre 6 et 9 % par année à partir de 2028. Il y a combien de gens dans les médias qui vous parlent de ça depuis une couple d'années? Combien? Ben, écoute, il n'y en a pas beaucoup, là. Ça en vient, là. Il y en a Le pas beaucoup. seul break que les Québécois avaient, leur faible tarif d'hydroélectricité, là, le seul break que vous aviez, là, il est en train de disparaître. Ouais, puis tu sais, il faut, Il faut n'aurait faire. plus de break. Faut faire attention pareil, parce que tu sais, quand ils se pètent les bretelles sur les bas tarifs, là, c'est vrai, mais faut quand même rappeler une chose, là, c'est qu'au final, ce qui compte, c'est le budget qui est alloué à ce truc. Tu sais, quand tu fais l'évaluation du pouvoir d'achat des gens, moi, je m'en sac du tarif. Ce que je veux voir, c'est la facture. Et la facture d'électricité pour des gens qui vivent dans le Nord comme nous autres, là, les tarifs, ils peuvent pas être le même prix qu'ils sont dans le sud des États-Unis. Ça va coûter 8 000 $ par mois de chauffage. Comprenez-vous ce truc-là? Là? C'est bien beau de dire, ah, les Québécois, ils payent moins cher le kilowattheure que les gens qui vivent en Louisiane. Oui, oui, mais Chris, parce qu'ils ne se chauffent pas là-bas. Là. Globalement, la facture est aussi élevée pour nous autres qu'à bien des places. Là. Tu t'es muté, Yann, fait que tu parles tout seul. Là. Ouais, je fais ça des fois. Alors, Ouais. regarde les hausses de dépenses de la gestion de la végétation. En tout cas, pour quelqu'un qui a des notions de comptabilité, c'est assez évident, là, mais peut-être que pour monsieur, madame, tout le monde, on comprend moins bien un peu les affaires d'amortissement et tout ça. Mais ça, là, c'est pas ça. C'est pas ce type de dépenses-là que tu amortis. Là. Ben non. Ça n'a aucun sens d'amortir des dépenses croissantes de même. Là. C'est comme si une business privée essayait d'amortir ses frais de ménage.
Carrément. Et frais de conciergerie, là, ah ben je vais étaler ça sur 5 ans. Ouais, mais le gars, il vient à tous les semaines là, nettoyer la sous. Ah, c'est pas grave. Les branches qu'il a coupées, ils sont bonnes pour 10 ans, eux autres. Quelle mentalité de cabochon. Quand tu es rendu à faire des artifices comptables pour faire plaisir au premier ministre en haut, premièrement, tu viens de prouver à tout le monde que tu n'es pas indépendant. Deuxièmement, le fait que ça a été difficile à trouver pour Thomas Gerbet puis qu'il a fallu qu'il épluche des tonnes de documents pour trouver ça, ça montre que tu n'es pas transparent. Puis troisièmement, vous êtes des hosties de crosseurs, c'est ça que vous êtes. Vous dites n'importe quoi. Le 3%, it's all fake. All fake. C'est un report dans le temps. Ça veut dire que les hausses vont être plus violentes. Un coup, François Legault va être parti. François Legault agit comme un boomer. Après moi, le déluge. Oh, après moi, le déluge. C'est le même qui agit. Le déficit de 11 milliards, là, après moi, le déluge. Oh, Je veux dire, il a hérité d'un surplus budgétaire de 7 milliards de dollars quand il est arrivé au pouvoir en 2018. Incroyable. Il a tout défoncé ça. Il a tout démoli ça. Par une gestion, pas une gestion de corruption, pas une gestion socialiste, même pas, tu sais, c'est même pas des socialistes, c'est même pas des gens qui croient que le gouvernement devrait prendre plus de place dans l'économie. C'est même pas ça. Une gestion pire que ça encore. Sloppy. Il a garoché de l'argent sur tous les problèmes qui y ont été mis d'en face. Ah, ouais, baisse de productivité dans le secteur public, engage du monde. Ah, ouais, la santé, ça va pas bien, augmente les budgets. Ah, ouais, les profs sont pas contents, augmente les salaires. Ah, ouais, telle personne n'est pas contente, donne-y une petite subvention. Ben, c'est pire que sloppy, Yann. C'est de la lâcheté. Il le dit lui-même. Il n'y a aucune fête en dedans de lui, ce gars-là. Il le dit lui-même. C'est la canisse à courage qui est vide. Puis qu'est-ce qu'il a dit, Legault? Parce que c'est un aveu de faiblesse incroyable. Quand il a réagi à la conférence de Yuri Chassin, il a dit, ben Yuri puis moi, là, on a les mêmes objectifs, là, mais lui, là, il va déclencher une guerre nucléaire avec les syndicats puis tout ça. Fait que, tu sais, Legault, il a fait comme Jean Charest. Il est arrivé au pouvoir en se faisant élire, en disant qu'il allait tout changer, tout virer de bord. Puis finalement, quand ça a commencé à brasser, il a chié dans ses culottes. C'est ça la réalité, là. Tu réalises jusqu'à quel point tu viens de l'insulter. Là. Ben oui, mais il le mérite. On peut dire toutes sortes de choses sur ce gars-là, mais dire qu'il a fait un Jean Charest lui-même, c'est la pire insulte qu'on peut dire à ce gars-là. Mais Christy, t'as tellement raison, c'est exactement ça qu'il a fait. Exactement ça, c'est grosse annonce, petit magasin. Jean Charest est un gros pet sauce pour le Québec. François Legault aussi. Écoute, on va se laisser sur une petite clip de Pierre Poilievre pour passer sur le Patreon. Ça va vous donner une bonne idée de ce dont on va parler. Donc, ça va comme suit. Monsieur le Président, malheureusement, le Premier ministre a perdu son lieutenant pour le Québec, qui est maintenant candidat au niveau provincial. Pablo! Mais heureusement pour lui, il a trouvé un autre lieutenant pour le Québec, et c'est le chef du Bloc. Il vote pour augmenter les dépenses de 500 milliards de dollars inflationnistes et bureaucratiques. Il a voté pour ajouter 100 000 plus de fonctionnaires, qu'il a voté pour garder au pouvoir un gouvernement qui a brisé le système de l'immigration. N'est-il pas vrai que c'est les conservateurs qui sont des vrais défenseurs du Québec? C'est bien bon, ça. Joignez-vous à nous, l'autre bord du paywall. On va en jaser de toute cette affaire-là.